Bonjour à tous. Donc le talk, c'est Understanding VCs. Il a encore le temps de quitter la salle si c'est pas ce que vous attendiez. Non, c'est bon? D'accord. Et bon, enchanté, je m'appelle Boris Golden. Je suis investisseur chez Partech Ventures, qui est un fonds de capital risque basé à San Francisco, Paris et Berlin. On investit des sommes de petites sommes. Alors ça reste des grosses sommes vis-à-vis d'un être humain, mais de 200 000 dollars, ce sont des petites sommes pour une start-up, à 40 millions de dollars. Donc on a un scope assez large. Moi, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle le seed, donc l'investissement dans les boîtes qui sont assez peu matures, assez jeunes et assez peu développées encore. Et j'aimerais vous partager mon expérience en fait. Moi, en fait, je suis un ancien entrepreneur. J'ai monté 2 boîtes. La première, ça a été une belle foirade. Et la deuxième, elle a vachement mieux marché. Et j'ai appris beaucoup de choses de ce chemin-là. Ce qui a fait qu'ensuite, j'ai été mentor dans des accélérateurs en plus de mon job. Et de fil en aiguille, je suis devenu VC. Et le jour où je suis devenu VC, déjà, je n'avais pas du tout envie et l'intention de devenir VC avant de devenir VC. Donc je me disais, c'est marrant, je ne connaissais pas ce job en fait. Et puis maintenant que je suis investisseur, des entrepreneurs, je vois tous les jours. Et puis je me rends compte qu'en fait, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un VC. On est très peu éduqués et je le comprends encore une fois d'autant mieux que moi-même, il y a 4 ans, en fait, je ne savais pas ce que c'était qu'un VC. Pour moi, un VC, c'était un banquier de start-up, quelqu'un qui regarde des fichiers Excel et qui verse de l'argent et qui parfois vire le CEO. Voilà. Donc j'aimerais vous apporter cet éclairage-là qui est tout simplement le fruit de mon parcours, de ma propre maturation sur le sujet et de 2 ans de VC maintenant. Donc c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors vous remarquerez pour les plus observateurs que je n'ai pas de chaussures et ça va faire une bonne anecdote à raconter sur la vie de VC. Donc ce matin, j'étais à un board meeting, un conseil d'administration qui s'est fini un peu plus tard que prévu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en retard pour prendre mon train. J'ai couru. En courant, je me suis explosé la cheville. J'ai hyper mal. Et puis j'ai raté mon train. Donc du coup, j'ai pris le suivant. Donc je devais être dans le jury d'avant. Malheureusement, voilà, j'ai été très sympathiquement remplacé. On trouve toujours des gens pour nous remplacer. Et donc voilà, mais donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la vie de VC, on bouge, on fait beaucoup de trucs, on a aussi des journées bien pleines. C'est pas du tout un boulot qui est comparable aussi à l'entrepreneur, mais on court d'un board meeting à un train pour aller faire une conférence, et après entre-temps, faut trier les 15 emails qui sont accumulés, prendre des décisions sur 3 sujets, donc c'est un peu de tout ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et donc désolé pour l'accoutrement peu formel, mais nécessaire, sinon j'ai vraiment, vraiment très mal. Alors, donc le but vraiment de cette présentation, c'est d'essayer de vous donner des insights, pas de bullshit, et accessibles. Pour que vraiment quelqu'un qui a une vague idée de ce que c'est qu'un VC et qui est entrepreneur ou qui a envie d'être entrepreneur puisse s'en faire en sortant de ce talk, j'espère en tout cas, une image beaucoup plus fidèle à la réalité et que du coup, derrière, potentiellement, vous puissiez, si vous le souhaitez, aller lever des fonds avec ces éléments en tête. L'idée de cette présentation, elle est venue de quelque chose. Donc évidemment, mon expérience de voir que je ne comprenais pas les VC et qu'une fois que je suis devenu VC, j'ai mieux compris et j'ai vu que l'entrepreneur ne comprenait pas comme moi à l'époque les VC. Mais d'une autre chose, c'est que j'ai trouvé beaucoup de choses sur Internet pour vous aider à pitcher, vous aider à fundraiser, tout ça, à lever des fonds. Mais en fait, on ne répondait pas à la question d'avant, c'est-à-dire, mais finalement, c'est quoi un VC? Et pourquoi je devrais aller le voir? Et quel type de boîte doit aller le voir? Qui sont une étape préalable en fait, de se dire comment je dois lui parler et comment je dois amener ma relation avec lui pour comment ma levée de fonds soit un succès. Et donc il y a une sorte de choses cachées derrière ça. En fait, tout le monde se dit, moi je veux faire une start-up déjà. Alors, est-ce que vous faites des start-up? Je pense que la plupart d'entre vous ne font pas des start-up et c'est pas grave. Et il y a autre chose, c'est que les gens se disent, si je veux être successful, faut que je lève de l'argent avec un VC. Alors pour faire des très gros succès, de très grosses boîtes, des unicorns, c'est vrai qu'en général on lève avec un VC, mais il y a plein d'autres typologies de boîtes et donc c'est pas du tout une étape obligatoire. Et c'était vraiment de ça que je voulais parler avant de vous dire c'est comme ça qu'il faut pitcher, c'est comme ça qu'il faut faire pour lever des fonds. Ça, vous irez le voir après ces conseils-là et j'espère que si j'ai bien fait mon travail, ils vous paraîtront super clairs en ayant le pourquoi derrière. Alors déjà, je vous apprends probablement rien, VC, Venture Capitalist, Capital Risqueur en français. Notre job, c'est qu'on est des investisseurs professionnels. C'est notre travail d'investir de l'argent et on target des entreprises très spécifiques, des entreprises qu'on appelle des startups. Ça peut valoir le coup de se poser quelques secondes la question de qu'est-ce qu'une startup. Alors le but, c'est pas de donner une définition aujourd'hui, mais quand on lance une boulangerie, c'est pas une start-up, on est d'accord. Et pourtant, aujourd'hui, on assiste un peu à ce phénomène où, comme c'est un mot très, très en vogue, tout le monde a envie de faire une start-up. Et je veux vous dire, je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas une bonne idée de faire une start-up. Une petite PME bien rentable, avec quelques seulement millions d'euros de chiffre d'affaires et quelques dizaines d'employés, c'est déjà un très beau succès entrepreneurial que je souhaite à la plupart d'entre vous.
Donc, ce qu'on appelle start-up ici, en fait, c'est une entreprise qu'on va qualifier de jeune et innovante, pas rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, plutôt technologique, et qui va avoir besoin d'argent pour, en fait, aller chercher des plans de très haute croissance, des plans très ambitieux, mais qui restent crédibles. Il ne s'agit pas d'aller imaginer n'importe quoi. Voilà, grosso modo, ce qu'on va appeler start-up. Donc, il y a une dimension technologique et innovante, et une dimension d'un très fort potentiel et une très forte ambition de croissance. On va rester à ce niveau-là de précision. Mais déjà, c'est intéressant. Ce n'est pas toutes les boîtes qui respectent ces caractéristiques-là. Et on peut être quelqu'un de très brillant et ne pas avoir envie de construire une boîte qui soit une boîte qui respecte ces caractéristiques. On peut avoir envie de construire une boîte de service qui n'est pas technologique, faire des très belles réussites. On peut avoir envie de ne pas avoir une croissance à tout prix et de faire une boîte qui, à quelques dizaines d'employés, aura un beau chiffre d'affaires et s'arrêtera là. Il n'y a rien de mal à ça. Par contre, pour les VC, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est ces boîtes-là. Donc le VC, la vision que beaucoup de gens en ont, et c'est assez naturel, c'est la vision d'un job financier. Pourquoi financier? C'est vrai que notre travail vis-à-vis de l'entrepreneur, c'est avant tout d'investir de l'argent, et que notre business model, il est effectivement très financier. Nous, on a des gens qu'on appelle les LP, les Limited Partners. C'est nos propres investisseurs. Ça veut dire l'argent qu'on investit, il vient de quelque part. Il y a une petite partie qui vient de nos poches. Le plus gros, il vient d'autres personnes qu'on appelle ces Limited Partners. Ces gens nous confient leur argent, ils nous ont confié la gestion pour nous dire pendant 10 ans, faites-le fructifier et à la fin, on espère pouvoir avoir un retour sur investissement. Nous, avec cet argent, on va faire des investissements dans vos entreprises. Ce qui va se passer, c'est que dans le modèle du VC, la plupart du temps, il y a un petit nombre d'entreprises qui font une grosse partie du retour sur investissement. Donc, il y a vraiment un retour sur investissement qui est concentré sur quelques boîtes, sur 30 boîtes. Il y a peut-être 3-4 boîtes qui vont concentrer une très très grosse partie du retour sur investissement. Et ensuite, le VC, le fonds et les investisseurs reçoivent une partie du profit. Ça veut dire que si on avait un fonds de 100 millions et que ce fonds devient 400 millions 10 ans plus tard, sur les 300 millions, il y en a typiquement 20% qui revient au final au VC. Donc le VC, c'est un job, quand ça marche, ça peut être très lucratif. Alors c'est sur des cycles très longs, hein, c'est pas chaque mois le bonus qui tombe, c'est sur des cycles très longs. Quand ça marche pas, on a investi nous aussi de l'argent qu'on a perdu. Ce qui permet d'aligner évidemment les intérêts entre nous et nos investisseurs. Donc il ne va pas vous échapper, si on regarde ce diagramme-là, que d'une part c'est extrêmement financier et que d'autre part, vu comme ça, la mission numéro 1 du VC, c'est d'assurer in fine, à la fin de la vie d'un fonds donné qu'il a levé, un bon retour sur investissement à ses investisseurs. Sinon, qu'est-ce qui se passera? Les investisseurs diront moi je vous ai confié de l'argent, vous n'en avez pas fait bon usage, et ensuite, quand il s'agira d'aller relever un nouveau fonds, puisque un fonds de VC comme Partech, par exemple, régulièrement va relever de l'argent en disant on aimerait lancer un nouveau fonds de seed parce que le dernier, on a fini de l'investir, je fais simple, et donc du coup, pour continuer à trouver de nouvelles pépites, on va lancer un nouveau fonds. C'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint Partech il y a 2 ans. Si les gens, leur argent, vous le perdez, même si vous faites un super job auprès de l'entrepreneur, que l'entrepreneur vous adore, vous ne trouverez personne pour confier l'argent. Donc ça, c'est le premier rôle du VC qui est, alors vous n'avez peut-être pas conscience des limited partners derrière, mais c'est un rôle financier. Voilà. Donc là, vu comme ça, vous pouvez me dire, oui, c'est au même titre que du private equity, qu'un trader, qu'un banquier, c'est un rôle qui est avant tout financier. Alors, le quotidien du VC, c'est celui qu'on vit là. C'est de parler avec l'entrepreneur, d'être au contact avec vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous entrepreneurs dans la salle. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez lever la main? Qui est entrepreneur dans la salle? D'accord. Et qui n'est pas encore entrepreneur, mais aimerait le devenir peut-être bientôt? D'accord. Donc on a quand même une très très grosse majorité d'entrepreneurs. Donc le rôle du VC, en pratique, qu'est-ce que c'est? Il y a cette sorte de boucle, de cycle de vie du VC. D'abord, pour être un VC, il faut commencer par lever un fonds. Lever un fonds, ça veut dire que si je veux investir dans vos startups, il faut que j'ai de l'argent à investir. Ça peut paraître évident, mais ce travail-là, c'est évidemment un travail de levée de fonds, comme la même que celle que vous vivez. C'est un travail de convaincre des gens sur le projet. Il existe déjà des VC. Pourquoi, si moi je suis un nouveau VC, ça vaudrait le coup de me confier de l'argent pour un fonds? Ou si on est un VC existant, quelle histoire on raconte sur les performances passées, sur ce que veut construire, qui va permettre de convaincre des gens de mettre de l'argent. Ensuite, il va falloir trouver les startups dans lesquelles investir. Je vais revenir là-dessus ensuite. Il va falloir les évaluer, porter un jugement, avoir un regard sur elles et se dire est-ce que ça me paraît un bon investissement ou pas. Ensuite, il va falloir convaincre cette startup d'accepter notre argent. Ça peut paraître paradoxal, puisque beaucoup d'entrepreneurs luttent pour avoir l'intérêt d'investir, mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, lorsqu'un investisseur est intéressé par une start-up, il n'est pas le seul. Donc il va falloir convaincre la start-up de dire est-ce que je peux investir de l'argent dans ton entreprise? Ensuite, faire en sorte que la partie légale et financière, on a des équipes spécialisées en général pour ça, soit fait. Ensuite, on devient actionnaire, on a donc une part de l'entreprise.
il y a une grosse partie du travail qui est de supporter ces entreprises, puisque là, en fait, la promesse qu'on fait à l'entrepreneur, c'est pas lui dire on va te signer un chèque et puis on se voit tous les 6 mois pour que tu me donnes tes métriques et après on en reparle dans 5 ans au moment de la sortie. C'est un support sur lequel je vais revenir ensuite. Puis à un moment, on espère pouvoir sortir, ça veut dire tout simplement revendre nos parts, et en général, ça se fait par les reventes de l'ensemble des parts d'entreprise pour faire un retour sur investissement. Tout ce cycle-là, vous voyez qu'il est quand même relativement peu financier. Une grande partie du temps, c'est des échanges avec les entrepreneurs. C'est des entrepreneurs qu'on ne connaît pas encore et qu'on apprend à connaître pour d'éventuelles levées, ou des entrepreneurs dans lesquels on investit, qu'on suit au jour le jour et à la semaine. Ça s'appuie sur deux grands types de qualités. La première, c'est la réputation, l'image de marque, le réseau, donc ça va être tourné vers l'extérieur du VC. C'est très important parce qu'un entrepreneur qui est bon et qui a le choix, il n'ira jamais voir un VC qui a une mauvaise réputation, qui n'a pas une bonne image, qui ne connaît pas. Et ensuite, sur quelque chose qui est plus intérieur, c'est le savoir qu'on accumule, l'expertise et l'expérience qu'on a construite dans nos vies précédentes avant d'être VC et qu'on construit en tant que VC. Ça, c'est les deux piliers qui sont importants pour nourrir l'ensemble de ce cycle. Maintenant, je vais zoomer un peu sur les étapes qui vous concernent le plus, celles où on est en contact vraiment avec les startups. La première, c'est le sourcing. Donc, le sourcing, ça répond à un besoin très clair du VC, c'est de se dire je ne peux investir que dans les startups que je vois. Ça paraît bien évident. Donc, le plus j'en vois, le plus rentre dans mon giron, le plus j'ai de chances de trouver la prochaine pépite, de trouver des entreprises intéressantes qui m'intéressent et qui peuvent donner un bon retour sur investissement. Il y a 3 grands types de leviers. Le premier, ça va être le réseau. Le réseau, les gens que je connais, les gens qui me connaissent, qui vont faire une recommandation, une mise en relation entre les startups et les VC. Le deuxième, c'est l'image de marque et la réputation, on en a un petit peu parlé avant. Et le troisième, c'est l'achat. L'achat, ça va être sur le terrain, par exemple être ici, rencontrer des startups, des projets. Ça va aussi être très sur Internet, par exemple, être à l'affût de ce qui se passe sur les articles, de ce qui se passe sur Twitter, etc. Donc ça va être un peu en mode, dans son radar, voir plein de startups et se dire « Ah, celle-là a l'air intéressante, je vais aller le contacter ». Ça peut être aussi suivre des gens qu'on a trouvés brillants dans des startups précédentes, dans des boîtes précédentes, où on se dit « ça m'intéresserait de voir ce que cette personne va devenir ». Donc il y a ces 3 composantes-là. Il y a une expression en anglais connue qui dit garbage in, garbage out. Le sourcing, c'est clé parce que si vous n'avez pas les bonnes boîtes qui, d'une manière ou d'une autre, passent sous vos yeux, vous avez peu de chances d'arriver à investir dans la génération des les licornes de demain. En tout cas, des très belles boîtes, des très belles startups qui vont se construire en France et à l'étranger. Donc ça, c'est un point assez clé. Le deuxième, c'est que c'est pas si simple que ça quand on voit une startup passer, surtout quand c'est tôt dans la vie de la boîte, de se faire une opinion. C'est-à-dire que quand les VC vous font du feedback en vous disant « Ah, moi je trouve que voilà, votre produit n'est pas assez différencié » ou « le marché il est trop petit », ou la vérité c'est qu'on a beaucoup de mal à les faire ces feedbacks. On a énormément de mal parce que on doit juger une idée, on doit juger une vision, on doit juger un marché, un projet, une équipe. Et tout ça, c'est pas mathématique, c'est très mou. On ne peut pas prendre un Excel et faire une modélisation et se dire « Ah, très bien, donc cette boîte va valoir tant dans 5 ans avec une probabilité de temps, donc ça vaut le coup d'investir à telle valorisation ». Souvent, c'est ce domaine est hyper intéressant, les mecs sont pas mal, leurs produits ils semblent intéressants, mais en même temps j'en ai vu 3 qui ressemblent un peu, donc est-ce que j'ai une conviction particulièrement forte pour eux versus les autres? Et donc l'entrepreneur souvent il surestime en fait la profondeur du regard qu'on a. Ça veut dire que notre travail, et je vais en parler après, on se trompe souvent, et on le sait. Donc capital risque, il y a risque, c'est le risque que la boîte ne marche pas, mais c'est le risque que, vous savez combien de personnes ont dit non à Criteo, à Blablacar, etc. Beaucoup. Ces gens-là, c'est pas des imbéciles. C'est juste que tout le monde peut se tromper ou que les gens ne voient pas tous la même chose. On n'a pas ce même regard sur le marché. Quelqu'un va voir peut-être une opportunité que les autres n'ont pas vue. Ou quelqu'un va prendre un pari en se disant cet entrepreneur me convainc particulièrement et je me dis il va arriver à faire quelque chose. Là où d'autres vont se dire il est pas mal mais j'ai du mal à croire à son produit. Donc il y a plein de paris comme ça. Et notre travail c'est de parier. Et je vais revenir là-dessus. Il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est pas facile pour nous. En vérité, de vraiment porter un jugement intelligent et il y a une grande part d'incertitude. Et une fois qu'on a fait ça, donc si on arrive à voir les bonnes startups passer, autant que possible, et à se faire une opinion la plus pertinente possible, si tant est que ce soit possible d'en juger, c'est très dur, sur les boîtes. Et ce qui se passe souvent, je vous le disais tout à l'heure, c'est que les plus belles boîtes, parfois il y en a qui passent complètement inconnus et tout le monde passe à côté, sauf 1 ou 2 investisseurs, mais aujourd'hui, il y a quand même de la compétition aussi entre investisseurs. Ça veut dire que sur un dossier où il est manifeste que le sujet est un très beau sujet, il y a une belle technologie, l'équipe est une équipe très expérimentée, plusieurs personnes qui vont être intéressées. Et donc là, on va avoir un autre travail qui va consister à convaincre l'entrepreneur de nous choisir.
C'est vraiment ça, de nous choisir. C'est comme le recrutement, hein. Moi je pense souvent à cet exemple parce que je trouve que c'est très juste. Le recrutement, c'est pas l'entreprise qui fait l'honneur à un candidat de le prendre. Pour les meilleurs candidats, l'entreprise, il y a un process, mais elle doit se battre pour que le candidat la choisisse parmi les 3 entreprises aussi belles que la vôtre qui vous ont dit oui. Donc il y a ce vrai travail-là, ça va être le fit qu'il y a entre l'entrepreneur et le VC, ça va être évidemment les conditions d'investissement, ça va être la valeur ajoutée que l'entrepreneur pense que vous pouvez apporter. Et pour faire ça, évidemment, il va avoir une discussion avec vous, essayer de se dire qu'est-ce que ça peut apporter. Il va aussi parler à d'autres entrepreneurs que vous avez financés, en leur disant, bon tiens, Boris, ça fait 2 ans qu'il te suit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il t'apporte de la valeur? Est-ce que moi, il me dit qu'il va faire ça pour moi? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Donc c'est là qu'on reboucle sur l'importance de la réputation. Et il y a autre chose qui est important, c'est pas seulement qu'on lui dise, oui, ça m'intéresse que tu rentres à ce tour-là, il faut que ça se fasse à un prix raisonnable. Ça veut dire que, comme notre travail, c'est pas juste de trouver des boîtes intéressantes et de les supporter dans leur croissance, notre travail, c'est aussi de faire un ROI. Donc s'il y a une boîte qui est super, qui représente une opportunité magnifique, mais que la valorisation demandée est délirante, ça veut dire que c'est une boîte qui n'a pas de produit sur le marché, qui va me dire pour 1 million, je te donne 1% de ma boîte, eh ben, ça va pas marcher pour l'investisseur. Parce qu'on se dit, même si cette boîte, elle sort à 1 milliard, en fait, moi, je fais x10. Mais il y a des grandes chances qu'elle ne fasse pas cette sortie-là, donc ça ne vaut pas le coup. Et je reviendrai là-dessus après. Donc ça, c'est un point aussi très, très important. Donc, le dernier point sur lequel je voulais zoomer dans ce cycle-là, c'est la valeur ajoutée. Alors, c'est vrai qu'on souffre d'un problème dans l'industrie, c'est que maintenant, c'est devenu, surtout sous l'influence américaine, la course au marketing de la valeur ajoutée. Donc là, je ne vais pas vous parler de Partech spécifiquement ou de VC, je vais vous parler du VC en général et du rôle qu'on doit avoir. Après, certains le font d'une façon différente, il y en a qui le font plus ou moins bien. Des entrepreneurs vous diront des choses contradictoires sur les VC. Donc le but, c'est pas de faire de la pub ou au contraire de critiquer les gens, c'est de vous dire le rôle du VC, en tout cas du VC technologique, du VC dans les fonds qui ont vocation vraiment à faire du ROI et pas à investir de l'argent défiscalisé, disons-le pour faire rapide, c'est de supporter l'entrepreneur. Nous, on a une position unique dans l'écosystème. On voit tous les jours passer des dossiers, des startups. On en a connu soit celles qu'on a fondées, soit celles dans lesquelles on a travaillé. On en accompagne. Alors moi, ça fait que 2 ans que je fais ce métier. Il y a plein de collègues à Paris qui font ce métier depuis des dizaines d'années. Donc, on a une expérience unique. On a un point de vue unique sur l'écosystème. On le voit évoluer. On voit des dossiers passer chaque jour. Donc, on est au fait de ce qui se passe. Et on peut répondre à des questions comme est-ce que ça, c'est une bonne décision ou pas? Est-ce que cette métrique-là, qu'est-ce que tu en penses? Parce que finalement, est-ce que faire 10 000 daily active users, donc 10 000 personnes qui utilisent votre application tous les jours sur les mobiles, c'est bien ou c'est pas bien dans ce domaine? On n'a pas la réponse à tout, on est loin d'être absolu, mais on a une idée. Moi, quand j'ai commencé ce job-là, je ne savais pas répondre à cette question. Une fois que j'ai vu peut-être 1000 boîtes en 2 ans, là, je commence à avoir une idée. Je ne pourrais pas vous donner le nombre exact, mais je commence à avoir une sensibilité de se dire ça m'a l'air quand même vraiment pas mal. Et après, ça me donne envie de creuser. Le VC, il doit jouer le rôle, j'ai envie de vous dire, d'un challenger l'entrepreneur, mais de façon constructive, d'un conseiller, d'un advisor, d'un mentor, de quelqu'un vers qui on va pouvoir se tourner quand on a une question, quand on a quelque chose qui ne va pas. C'est pas toujours facile, on ne parle pas forcément à ses employés ou à ses conjoints, à sa famille qui lui dit attends, tu viens de lever 5 millions d'euros, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ben non, quand je viens de lever 5 millions d'euros, je viens juste de mettre la barre là en termes de succès. Avant elle était là, maintenant elle est là. C'est-à-dire le succès qu'on attend de moi, maintenant il est 10 fois plus grand qu'avant. Donc il y a beaucoup de choses comme ça où le VC a un rôle privilégié pour accompagner l'entrepreneur dans des décisions, de la plus tactique à la plus stratégique, des mallettes du quotidien, des petits partages de victoires, des décisions difficiles à prendre, etc. Et ça, c'est un rôle vraiment super important. Et c'est pour ça que de plus en plus, dans les recrutements récents et dans les fonds récents qui se sont montés en France dans les VC, il y a de plus en plus d'anciens entrepreneurs qui deviennent VC. Il y a une dizaine d'exemples là dans les 2 dernières années, juste en France. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'important parce que, en tout cas, moi, je considère qu'en tant qu'ancien entrepreneur, et pas moi spécialement, ça vaut pour beaucoup d'autres de mes collègues, on a une empathie et une compréhension des enjeux stratégiques et opérationnels qui est intéressante. Ça ne veut pas dire que pour être un bon VC, il faut forcément avoir été un entrepreneur avant. Il y a des exemples de très bons VC qui n'ont pas été. En tout cas, je pense que c'est plus facile d'être un bon VC en ayant été confronté à ces enjeux-là que sans l'avoir été. C'est un message différent. Et ce rôle-là, il est évidemment le plus évident dans le rôle de board member. Ça veut dire qu'en général, le VC est au conseil d'administration. Ça veut dire qu'on se voit régulièrement pour parler des problèmes de l'entreprise, pour parler de la stratégie, pour aider à prendre des décisions, etc. En général, ça c'est une peur aussi sur les entrepreneurs, en général, tôt dans la vie de la boîte, le VC a peu de pouvoir. C'est-à-dire que plus on avance dans la vie de la boîte, plus le board, par exemple, a la capacité, à un moment, quand la boîte a beaucoup grandi, à destituer le CEO. À dire, à un moment, le board se met d'accord, on dit on va remplacer le CEO, même s'il n'est pas d'accord.
En général, dans les premières phases et les premières levées de fonds, il est très rare que le board ait ce pouvoir-là. Donc notre rôle, c'est pas d'aller censurer l'entrepreneur, leur dire c'est bien, c'est pas bien. Notre rôle, c'est d'être là en mode conseil pour aussi l'aider et influencer sa prise de décision dans le bon sens. Mais on a rarement un vrai pouvoir comme celui-ci, ce qui peut être redouté parfois par ces entrepreneurs en disant je veux me sentir chez moi. Par contre, dès que vous faites rentrer un VC, il y a souvent des droits de veto. Si demain vous voulez faire une opération financière qui paraît au conseil d'administration délirante ou que vous voulez vous payer 15 000 € par mois, là on va dire moi je suis pas d'accord. Je peux te forcer à ne pas le faire. Donc voilà, il faut en être conscient. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée, ce sujet de la valeur ajoutée du VC. Alors, il y a plein d'articles qui vous en parleront, mais il est vraiment important. Il est aussi important de comprendre que tous les VC ne se positionnent pas sur ce créneau, et je veux dire de façon parfois explicite, mais il est juste vraiment important de comprendre que si vous cherchez un partenaire, c'est quelque chose qui est de plus en plus la norme dans la relation entre VC et entrepreneur. Et c'est ça que vous devez chercher si vous trouvez que ça a une valeur ajoutée. Il y a aussi des entrepreneurs qui considèrent que le plus ils sont tranquilles et le moins ils ont de conseils et d'interférences de la part des investisseurs, le plus ils sont contents. Donc ces gens-là sont très contents des investisseurs qui se revendiquent purement financiers, qui cherchent juste un ROI et qui n'ont aucune implication dans les décisions stratégiques, le quotidien de l'entreprise et qui sont parfois même pas au board. Il faut choisir votre camp. Voilà. Et ça prend une partie significative du temps. Voilà. Parlons-en justement. Donc, pourquoi je cours entre mon board meeting et le Blend One Mix? L'entrepreneur a une vie hyper busy. Et nous aussi. Souvent, il y a des entrepreneurs qui ont l'impression qu'on se tourne les pouces en regardant le dossier, en écoutant les gens pitcher, puis en disant oui, non, en grand seigneur. La vérité est, je trouve, plus excitante et un peu moins divine que ça. Moi, je vais vous donner l'exemple de mes journées, parce que alors, moi, j'ai que 2 ans d'ancienneté dans le métier, donc ça peut varier selon l'ancienneté qu'on a dans le métier, la place qu'on a dans la hiérarchie de l'entreprise, du VC, etc. Moi, ce que je fais de mes journées, c'est quoi? Je passe beaucoup de temps avec mon portefeuille. J'ai investi dans 8 boîtes jusqu'à présent. C'est des tickets en moyenne autour de 500 000 €. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas investi tant d'argent que ça au final à l'aune des VC. Il y a des VC qui investissent sur un deal d'un coup 5 millions d'euros. Moi, disons que, pour caricaturer, j'ai fait ça sur un peu moins que ça, sur 8 investissements. Je passe beaucoup de temps avec eux. Ça va être des discussions informelles, on s'appelle, on s'envoie des emails, des workshops sur un sujet, les board meetings évidemment, du bizdev en disant « Ah tiens, j'ai rencontré machin qui pourrait être utile » ou « Tiens, tu connais cette boîte dans laquelle j'ai investi ?» Donc beaucoup de choses comme ça prend énormément de temps. Parce que moi, les entreprises que j'accompagne, elles sont jeunes, elles ont beaucoup de choses, elles sont en train de construire leur business model, de construire leur positionnement, de construire beaucoup de choses. Parfois même, elles remettent tout en cause. Et c'est un moment, elles ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Elles sont très demandeuses de feedback structuré, d'aide sur une décision, etc. Ensuite, il y a un deuxième rôle, qui est le rôle de sourcing et de networking. Vous vous souvenez de cette notion-là de se dire voir les bonnes startups? Eh ben, ça va être à des événements, comme là où je suis aujourd'hui, rencontrer les personnes de l'écosystème, networker avec ces personnes, aller à la chasse, je vous en parlais tout à l'heure. Ça prend aussi du temps. Ensuite, il y a une grosse partie du travail, c'est aussi les emails et le deal flow. Ça veut dire que, surtout en seed, des emails d'entrepreneurs ou des emails de différentes personnes, je reçois 20, 30 par jour et je dois les trier. Et je me retrouve dans mon TGV avec 15 mails en retard et avec 3 coups de fil à passer. Et bien ça, pareil, ça prend du temps parce que le but, c'est d'essayer de répondre à toutes les personnes qui nous contactent. Enfin, en tout cas, c'est mon objectif. Sauf quand c'est marqué Dear Mister et que je sens que le mail a été envoyé à 1000 investisseurs sans aucune personnalisation, mais ça c'est rare, et de répondre assez rapidement parce que malheureusement le temps, et je vais en parler, c'est un sujet important pour vous de comprendre ça, le temps, on est comme tout le monde, on a un temps limité et on a un tel degré de sollicitation, surtout dans les phases très amont de l'investissement, que la plupart du temps la réponse va être un coup d'œil rapide au deck, 30 secondes, c'est-à-dire bon, faire 2-3 commentaires et dire bon courage et à bientôt. Voilà. Malheureusement. On va rencontrer un entrepreneur. Donc ça, la partie qui vous est la plus visible aussi, ça veut dire que ça peut être une rencontre plus ou moins informelle, un événement, vous venez au bureau pitcher. Alors pitcher, il ne faut pas s'en faire une montagne, surtout quand vous venez chercher 500 000 ou 1 million d'euros. Pitcher, ça veut en général dire rencontrer 1 ou 2 personnes du fond, présenter votre pitch deck, donc vos slides, et puis avoir une discussion qui est en général quand même assez informelle. Je pense qu'il y a de plus en plus de VC qui appliquent ça. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'hyper formel dans lequel une grande salle de réunion où vous pitchez pendant 45 minutes, après il y a 15 minutes de Q&A et on vous dit merci, on vous recontactera. L'idée, c'est quand même d'en faire un échange. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est aussi un des rôles du VC dans l'écosystème, c'est de se dire si les gens peuvent sortir de mon bureau ou de Partech en se disant c'était intéressant. Je ne suis pas forcément d'accord, mais c'était intéressant. J'en ressors avec des insights intéressants, sans forcément être d'accord ou considérer que ce que j'ai dit, c'est de leur en barre. C'est mieux que si la personne se dit bon, j'ai parlé, ils ont posé 5 minutes de questions, je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont pensé, on verra. En tant qu'entrepreneur, je trouvais ça frustrant comme expérience.
Il y a ensuite tout ce qui va être lié au deal eux-mêmes, c'est-à-dire analyser vraiment les dossiers qui nous plaisent et ensuite passer du temps à négocier puis à closer les investissements. Donc ça veut dire ça de ça m'intéresse, je creuse à ça y est, je suis investisseur dans cette boîte-là. Donc il y a aussi beaucoup de négociations sur des conditions d'investissement, trouver les co-investisseurs, poser des questions, faire la due diligence pour bien comprendre tous les aspects du business, s'assurer qu'on investit dans quelque chose qui est bien ce qu'on croit qu'est la boîte, etc. Il y a beaucoup de lectures. C'est un domaine dans lequel une de nos valeurs, c'est d'être on top sur le maximum de choses qui se passent dans l'écosystème. Donc on passe tous beaucoup de temps à lire des analyses, des news des VC, des analyses sectorielles, des best practices, etc., qui nous permettent de nous tenir au courant. Et puis, je sais pas, j'envoie 5-6 articles par jour en portefeuille en disant tiens, regarde ça peut t'intéresser, etc. C'est ma valeur ajoutée. L'entrepreneur, il n'a pas que ça à faire à lire 2 ou 3 heures par jour des articles sur les startups, le VC, etc. Moi, ça fait partie de mon travail. Et pour être bon dans mon travail, je dois le faire. Et ça va être aussi en faire profiter du coup la communauté, les entrepreneurs, mais aussi partager sur les réseaux sociaux, etc. Il y a quelque chose aussi d'important, c'est, alors ça c'est peut-être plus quelque chose qui est important quand on est un jeune VC comme moi. Quand je dis jeune, c'est même pas forcément l'âge, hein, c'est plus l'ancienneté dans ce métier-là. C'est de se construire des frameworks, de se construire des outils, de se construire des méthodes, etc., qui vont permettre d'apprendre sur le job et de grandir, et donc du coup de devenir meilleur dans ce qu'on fait. Parce que le VC, il y a un problème, c'est que la boucle de feedback, elle est un peu pourrie. Je vais m'expliquer. Moi, j'avais fait beaucoup de product avant, et en product, c'est magique. Vous sortez une feature, et vous regardez ce que vous voulez, votre outil d'analytics, et vous allez avoir une réponse assez data-driven à est-ce que ça a eu l'impact escompté ou pas. Donc, en particulier, quand on fait des modifs sur des fonctionnalités, c'est en quelques jours, semaines ou vraiment plus tard mois, on a un feedback qui s'est dit tu t'es trompé ou tu t'es pas trompé. Dans le VC, le problème, c'est la réponse à est-ce que j'ai eu raison d'investir, est-ce que j'ai eu raison de ne pas investir. C'est très dur de savoir. À la limite, le seul proxy que j'ai, la meilleure chose que j'ai de voir ça, c'est de savoir si les boîtes font un tour de financement suivant, parce que pas toujours un indicateur de succès, mais vu de l'extérieur, c'est la meilleure façon pour moi de me faire une idée de savoir si j'ai raté quelque chose potentiellement ou pas. Puis même, si j'ai pas investi, ceux qui n'ont pas investi dans Criteo au début, est-ce qu'ils ont eu raison ou tort? Ils faisaient pas du tout la même chose. L'histoire dit qu'ils auraient dû investir, mais est-ce qu'à l'époque, ils ont eu tort d'investir? Et à contrario, une boîte qui se plante, ceux qui ont investi dans Take It Easy, est-ce qu'ils ont eu tort d'investir? C'est facile. Maintenant, c'est facile de le dire, oui, regarde, parce que mais à l'époque, est-ce qu'ils avaient eu tort d'investir? Pas forcément du tout. Et c'est pour ça qu'on voit des gens très intelligents, très expérimentés, qui ont fait des très beaux investissements, qui investissent dans des choses qui ne marchent pas. Voilà, c'est possible. Donc ça, cette boucle de feedback, elle est très difficile. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire en tant que VC pour essayer de se dire comment je ne vais pas attendre 5 ans d'avoir le résultat de mon portefeuille pour me dire en fait ça, je devrais changer. Je sais pas, sinon pendant 5 ans, donc d'essayer de construire des outils qui me permettent de grandir. Je donne un exemple tout bête. Maintenant, moi, je fais un NPS, donc Net Promoter Score. Enfin, à chaque fois qu'un entrepreneur est venu au bureau discuter au moins une demi-heure, à la fin du mois, j'envoie un email aux 40-50 entrepreneurs que j'ai vus dans le mois, avec qui j'ai vraiment un contact approfondi, et je leur dis, si vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de est-ce que j'étais à l'heure, est-ce que grosso modo vous recommanderiez à d'autres entrepreneurs de venir me voir comme VC, est-ce que j'étais à l'heure, est-ce que j'ai compris ce que vous faisiez, est-ce que je vous ai fait des feedbacks pertinents, etc. Ça c'est ma façon, c'est un outil que je me suis construit pour répondre à cette question de est-ce que je fais bien mon travail, au moins sur la partie contact avec les entrepreneurs en amont. Évidemment, c'est plus dur d'avoir la même chose pour savoir si investir dans les bonnes boîtes. Et le dernier truc, c'est le travail interne. Vous imaginez, on est une entreprise aussi, donc il y a plein de travail interne, manager les équipes, faire du reporting sur les fonds pour expliquer où en sont les différents investissements, expliquer à nos investisseurs, expliquer à la finance chez nous où ils en sont, s'impliquer dans les deals d'autres personnes que soi-même, puisqu'on est une communauté, c'est pas chacun pour soi, on est un fonds, donc on va s'intéresser à ce que font nos collègues aussi, on va essayer de donner notre avis, etc., etc. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Donc, c'est pour ça que ça peut être un peu frustrant quand vous avez contacté un VC qui vous dit j'ai pas le temps. Tu dis attends, ton job c'est quand même pas de recevoir des gars comme moi et puis de les entendre pitcher. Oui, c'est le job, mais c'est qu'une partie du job. Vous voyez là, il y a 8 points. Rencontrer un entrepreneur, c'est qu'un des 8 points. Et un autre des 8 points, c'est managing emails and deal flow, où souvent c'est désolé, non. Voilà. Et ça, encore une fois, moi j'adorerais pouvoir rencontrer tout le monde. Au tout début de ce job, chaque personne qui m'envoyait un email, je lui disais allez viens au bureau, on va se prendre une heure. Au bout de 2 mois, ça marchait plus parce que les gens commençaient à savoir que j'étais un VC et il y a mon nom qui était là, donc il y a de plus en plus de gens qui me contactaient. Puis alors quand on commence à avoir un portefeuille à gérer, entre passer une demi-heure de mentoring avec une startup dans laquelle je sais que j'investirai pas, mais dans laquelle je sais que je peux aider un peu l'entrepreneur, et une demi-heure avec une boîte de mon portefeuille, vous imaginez que le choix il est vite fait. Et mon travail c'est de le passer avec mon portefeuille. L'idéal étant de faire les deux. Voilà, j'espère que ça vous donne un peu une meilleure idée de ce qu'on fait au quotidien, en tout cas de ce que je fais, sachant que c'est représentatif globalement de l'activité des VC, mais que le mix pourra varier évidemment d'un VC à l'autre. Donc, en résumé, est-ce que VC c'est un banquier de start-up? Non.
Le VC, son job, c'est de trouver les bonnes startups, d'investir dedans et de les supporter dans leur croissance. Avec, donc là c'est quelque chose qui est très entrepreneur-centrique, avec toujours en deuxième ligne de mire le fait de se dire je dois faire un bon ROI pour mes propres investisseurs. Et ça c'est hyper important. C'est hyper important parce que demain, si moi tous les entrepreneurs de mon portefeuille disent ah bah c'est génial, tu nous as vachement aidé, mais qu'au final j'ai investi 20 millions et que 10 ans plus tard c'est devenu 20 millions, ils vont pas être très contents les investisseurs. Ils vont dire bon bah Partech vous êtes sympa, mais là le petit jeune là vous allez changer. Et ce ne sera pas comme ça, mais au final, je n'aurais pas fait mon travail. Donc, il y a vraiment cette double composante-là vis-à-vis des entrepreneurs et vis-à-vis de nos investisseurs, les limited partners. Et les deux sont très, très importants. J'ai rajouté aussi impact, parce que je l'ai mis avec un point d'interrogation, parce que je ne pense pas que ce soit une définition de VC, mais je pense qu'il y a beaucoup de VC qui ont envie d'investir dans des boîtes qui collent à leur vision du monde, collent à leurs valeurs et peuvent avoir un impact quel qu'il soit, qui va dans le sens de ce qu'ils veulent faire pour transformer la société, etc. Ça peut paraître un peu grandiloquent, mais je pense, par exemple, prenons un exemple bien connu en France, Blablacar, avoir investi en Blablacar, ça doit être satisfaisant de se dire je contribue à un nouvel usage, qui est un usage qui socialement est intéressant et qui écologiquement est aussi intéressant. Et je pense que c'est un fil pour beaucoup de VC. Demain, s'il y a une entreprise qui se fait qui va, je sais pas, optimiser des trades d'émissions carbone et qui au final va faire plein de pollution mais va gagner beaucoup d'argent, je suis pas certain que j'aurai envie d'investir. Mais je l'ai mis en secondaire parce que malgré tout, notre travail, ce serait mentir de dire que c'est ça, mais je pense que pour beaucoup de VC, c'est important. Alors, donc maintenant, j'aimerais zoomer un peu dans comment les VC, comment les VC pensent. La manière, qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'on a souvent tort. On n'a pas du tout la prétention, même quand on est expérimenté, d'avoir un point de vue infaillible sur les boîtes. Sinon, ce serait plus qu'un travail de se dire je dois convaincre les gens de me prendre comme investisseur, ce serait plus qu'un travail de vendeur. En fait, on dirait ça, sélectionner les bonnes boîtes, c'est facile. Maintenant, mon travail, c'est d'être un super vendeur pour que les gars aient envie de bosser avec moi. La réalité, encore une fois, c'est qu'on se trompe très souvent. Ce qui compte, c'est qu'en moyenne, on soit trompé suffisamment peu pour que le ROI global sur le portefeuille soit bon. Donc on parie en fait. Notre travail c'est de parier. Il y a, surtout en très early stage, il y a de l'incertitude, il y a du risque. C'est pour ça que ça s'appelle capital risque. Et ça, on est à l'aise avec ça. Il y a le risque évidemment d'avoir mal choisi, mais il y a le risque aussi d'avoir dit non à des gens qui au final feront des très très belles boîtes. Soit parce que ça peut être pour plein de raisons, soit parce qu'on n'a pas vu le truc, on a vraiment loupé, on n'a pas vu l'opportunité, ou on la comprenait pas. Parfois, si je suis clair, ça veut dire là je suis pas sûr de comprendre l'opportunité, je dis pas qu'il n'y en a pas une, et parfois au contraire je dis là je la vois pas. Donc soit tu l'expliques mal, soit je la vois pas, mais il me semble que tu l'expliques mal là. Et ça, ou ça peut être aussi tout simplement que la boîte à l'époque n'était pas du tout sur la bonne voie, mais que d'autres ont su parier sur la personne, sur l'entrepreneur, et ont eu raison. Autre chose, donc ça je pense que vous l'aurez compris, c'est que notre facteur limitant, c'est la plupart du temps, c'est le temps, c'est pas l'argent. Hein, voilà, il faut vous mettre dans cette situation. C'est moi quand j'arriverai ce soir après le dîner au Mama Shelter, là, le dîner de speaker au Mama Shelter, il va être 23h, je vais avoir 20 mails dans ma boîte mail. Et il y a une partie que j'arriverai pas à traiter le soir même parce qu'il demande un peu de temps, mais mon but ça va être de m'en débarrasser le plus vite possible. Donc je vais regarder, je vais voir un deck, je vais voir que le deck est mal fait, je vais dire hi, sorry, your deck is very easy to read. Je vais envoyer un lien vers comment faire un bon pitch deck et je vais dire voilà, le marché me semble difficile ou au contraire ça me semble intéressant. Voilà, bon, ça m'a pris 2 minutes. Un autre truc me semble intéressant, je vais poser 2-3 questions. Enfin, et donc très très vite, mon job ça va être de me dire comment je diminue ce pipe. J'ai 15 nouveaux entrepreneurs là qui m'ont envoyé leur pitch deck ou demandent si ça peut m'intéresser. Et mon travail c'est d'essayer de le faire diminuer sans rater si possible de bonnes boîtes. Mais à chaque fois que j'ai un doute, je ne peux pas passer 2 heures à analyser une boîte à chaque fois que j'ai un doute. Sinon, je passerai ma semaine à ne faire que aller creuser les startups pour lesquelles j'ai un doute. Heureusement, j'ai des gens qui travaillent avec moi. On a une équipe d'analystes à qui je peux confier aussi ce travail. Mais le but, c'est pas, à chaque fois que je reçois un mail, de l'envoyer à mes analystes en disant « Bon, tu regardes, s'il te plaît ?» Le but, c'est d'essayer d'être un peu autonome, de faire un tri et de se dire « Tiens, ça a l'air intéressant, je vais poser quelques questions, ça a l'air intéressant, j'ai pas le temps de faire un call avec lui la semaine prochaine, mais si tu peux en faire un, c'est chouette et ça va me permettre de mieux qualifier l'opportunité. » Et en plus, on est d'autant plus un peu, on a tendance à essayer de répondre vite et sans forcément prolonger l'échange, c'est qu'on sait que entre un mail qui arrive dans ma mailbox et au final une entreprise dans laquelle je vais investir, je sais que le taux de conversion, il est surtout sur un call d'email, un email non sollicité de quelqu'un que je ne connais pas qui vient par le réseau, ça va être 0,5%, 0,1%. Enfin, la probabilité, elle est quand même super faible. Donc, je ne peux pas passer une grosse partie de mon temps à creuser. Encore une fois, mon travail, c'est d'essayer de donner quelques feedbacks à l'entrepreneur si possible utile. Et de ne pas lui mentir si le deck était tout pourri, de lui dire écoute, je pense que tu dois vraiment refaire ton deck parce que j'ai même pas pu le lire tellement il était compliqué à lire.
Mais après, je ne vais pas donner le même niveau de feedback que si j'ai passé 1 heure avec vous à vous écouter pitcher, à vous poser des questions, où là, il sera de mon travail, de mon devoir, de vous faire un feedback détaillé, vous expliquant voilà ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. D'ailleurs, en live, c'est possible. En disant voilà, moi j'ai des doutes là-dessus. Après, si vous avez des éléments complémentaires, on discute. Et ça, c'est vraiment à garder en tête, parce que si vous avez ça en tête, vous n'allez pas écrire le mail pareil. Quand on a un entrepreneur qui envoie un mail de 3 pages et qu'ensuite le document, la pièce jointe, c'est 50 pages PDF, il y a un problème. C'est pas grave, j'en veux pas à la personne, mais c'est juste que la personne n'a pas compris que votre startup, c'est le centre de votre monde, mais malheureusement, c'est pas le centre du mien. Et je dis ça sans aucune condescendance. J'aimerais bien que chacune de vos startups soit le centre du monde et que j'ai le temps de vous accompagner, mais c'est pas le cas. Vous êtes 1 parmi 15, 20 dans la journée. Et donc, du coup, votre travail, c'est aussi d'arriver à se dire, si je sais que je suis 1 parmi 10 ou 20 ou plus selon la VC, et qu'il y a peut-être 1 ou 2 qui va avoir envie de creuser, comment je fais pour être celui qui a envie de creuser? Je peux vous assurer que dans 95% des mails qu'on reçoit, on n'a pas l'impression que la personne a eu ce mindset, ce raisonnement. C'est hyper important. Donc, ça nous amène au point que, effectivement, on dit non dans 99% des cas, mais souvent sans creuser. Et ça, je sais comme c'est frustrant pour l'entrepreneur. Ça veut dire que vous donnez pour vos startups, on le sait, hein, enfin, je veux dire, c'est un projet, c'est des années de vie qui sont consacrées principalement à ça, parfois au détriment de la vie perso et des familles. Et c'est hyper frustrant d'envoyer un deck et de recevoir, parfois je réponds 2 minutes plus tard, je réponds écoutez, et c'est hyper frustrant de se dire mais attendez, vous n'avez même pas une demi-heure à me consacrer pour faire un call, vous n'avez même pas 1 heure pour que je vienne vous pitcher. Bah non, parce que si je le fais pour tout le monde, malheureusement, sans trier, avec tous les biais qu'il y a dans le tri, c'est la même chose qu'un recruteur. On reprend la métaphore du recrutement à la base. Le recruteur, je suis sûr que la plupart des recruteurs ils seraient ravis de donner leur chance aux les candidats. Simplement, quand on a un CV et qu'on se dit oula, ça a l'air d'être très loin de ce que je cherche, on ne dit pas le candidat est mauvais, mais on se dit bah là, ce premier filtre, il ne le passe pas. Et il y en a plein qui le passent. Et le premier filtre, il est biaisé, hein, on le sait, biaisé non seulement parce qu'on ne voit pas forcément le bon candidat, mais biaisé sur les origines ethniques, sur le genre, etc. Enfin, donc il est biaisé sur plein de choses. Mais en tout cas, malheureusement, en tant que VC, on doit faire comme le recruteur, on doit prendre des décisions très rapidement. Vous avez sûrement entendu cette stat de dire qu'un recruteur passe entre 7 et 10 secondes sur un CV. Nous, c'est un peu plus de temps sur un email ou un pitch deck, mais c'est la même logique. Et ça, encore une fois, je sais que c'est frustrant. Je le reconnais volontiers. Malheureusement, si vous avez... vu que vous avez écouté ce qu'il y a avant, vous comprenez pourquoi. On ne peut pas. Malheureusement, on ne peut pas. Et une autre frustration, c'est même si on considère, on passe du temps avec vous, etc., c'est qu'on voit beaucoup de startups et on a des standards qui sont très élevés. Et des standards très élevés, ça veut dire que quelque chose qui va être très légitimement un très beau succès pour un entrepreneur. Un exemple, j'aime bien donner cet exemple, c'est un exemple assez frappant, une application mobile qui a 500 000 téléchargements. C'est vachement bien. Parce que si vous êtes entrepreneur, il y en a peu qui arrivent à ce stade-là. Et vous allez regarder autour de vous, les gens, il y en a peu qui arrivent à faire ça. Donc vous rentrez dans une sorte de clan des gens qui ont eu 500 000, 1 million de téléchargements. C'est pas n'importe quelle personne qui lance une application qui peut. Mais en tant que VC, si on devait investir ou s'exciter pour chaque application qu'on voit qui a 500 000 téléchargements, moi je ferais 10 deals par an dans lesquels j'investis dans une application qui a 500 000 téléchargements. Donc on va se dire, c'est bien, franchement, respect. Maintenant, what's next? Est-ce que les gens y reviennent? C'est quoi tes plans pour le futur? Ça t'a coûté combien d'ailleurs d'avoir chaque téléchargement? Est-ce que c'est purement gratuit? Est-ce que ça t'a coûté 10 euros par... Bon, 10 euros, il y a peu de chance, 1 euro par téléchargement. Enfin, tout un tas de questions où on n'est pas là pour nier l'accomplissement que c'est d'avoir atteint cet objectif, mais juste pour dire, ok, c'est bien, mais nous on recontextualise et nous, notre but c'est de trouver la prochaine boîte à 100, 200, 300, 500, 1 milliard. Donc, pas d'avoir une boîte qui va faire une petite communauté sur l'application mobile sans aucun manque de respect. Et donc, du coup, ça aussi, ça peut être frustrant parce que quand vous avez accompli quelque chose qui vous paraît et qui est objectivement difficile, nous on revient en disant ouais, super, bravo, et après on met ça sous le tapis et on passe aux questions suivantes. Et ça, c'est naturel par rapport aux critères que je vous expliquerai juste après. Un autre désarroi fréquent et bien compréhensif, surtout quand on dit qu'on fait du site, donc de l'amorçage, comme beaucoup de fonds et comme le fonds dans lequel je travaille pour Partech, c'est que, en fait, en 2016 et bientôt en 2017, l'amorçage, je sais pas, j'ai 3 slides, j'ai une idée, j'ai un copain qui va peut-être être CTO et je chercherai à lever 500 000 euros. C'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, quand on voit les startups qui existent sur le marché, quand on voit tous les risques qu'il y a dans une startup early stage, les risques qu'il y a déjà, même quand on a réussi à mettre un premier produit sur le marché avec une petite équipe et avoir un début de traction, un VC en 2016, a fortiori bientôt en 2017, même un premier tour de table, pour mettre 500 000 euros sur un tour de 500 à 1 million d'euros, on va vous dire, est-ce que tu as sorti ton produit? Est-ce qu'il y a déjà un peu de traction? Est-ce que tu as des premiers POC clients, c'est du B2B? Est-ce que tu as déjà confronté ton produit utilisateur et que tu peux montrer qu'ils sont très excités par le produit? Et ça, c'est hyper frustrant. Parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception. En fait, tout est fait pour l'exception. Quand on a un entrepreneur exceptionnel qui arrive, et encore une fois, c'est un jugement qui est forcément personnel aux personnes qui le regardent, avec un projet, un énorme impact, même si le produit n'est pas lancé, on peut investir. Un exemple très simple, c'est
Aujourd'hui, vous allez voir un VC avec une application mobile pour faire du social networking. Franchement, c'est compliqué, hein. Même si vous avez 500 000 téléchargements, c'est quand même très compliqué. Chez Partech, moi, c'était avant que j'arrive, ils ont fait un truc dingue. Ils ont investi dans une app qui s'appelait PikiChat. Et Plick, ensuite, elle n'était pas lancée. Et alors, il y avait un go-to-market intéressant, mais elle n'était pas lancée. C'est une application de messaging sur mobile. Il faut voir la lumière, hein. Cette application, elle a eu des hauts et des bas, elle est devenue Tribe. Tribe, nous avez peut-être entendu parler récemment. Tribe, dans laquelle Sequoia, qui est un des plus grands fonds américains, vient d'investir 3 millions. Bon, voilà. Et donc là, on peut se dire, bon, est-ce qu'ils ont eu du bol? Non, ils n'ont pas eu du bol. C'est qu'ils ont vu quelque chose chez les entrepreneurs et dans le projet d'exceptionnel. Mais donc, du coup, vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez dire, mais attendez, moi, j'étais venu voir Partech, vous m'avez dit que mon application mobile de social networking, il fallait qu'elle soit lancée. Là, vous en financez une qui n'est pas lancée. Donc, bien sûr, il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue. Mais c'est juste pour vous donner une idée que c'est très difficile de se faire financer aujourd'hui un tel projet, par exemple, sans avoir déjà un produit et une belle traction. Mais toute règle a ses exceptions. En tout cas, voilà, ça, je sais que c'est un des erreurs fréquents. Le VC, idéalement, même en seed, il a envie de voir, si possible, déjà un frémissement, quelque chose qui se passe, et de se dire, ça peut grossir assez vite. C'est pas, je vais lancer le produit dans 6 mois, et puis dans 2 ans, on verra où ça en est. C'est plutôt de se dire, le produit est déjà lancé, alors c'est une première version, c'est un petit peu lancé, on a besoin de plus d'argent pour avoir un meilleur produit et le lancer plus vite et plus fort, mais il y a déjà quelque chose. Et encore une fois, plus il y a de technologie, plus l'entrepreneur a du track record ou a une personnalité ou une vision exceptionnelle, moins on est exigeant sur ses contraintes. Mais ça, il faut l'avoir en tête. Donc il y a très peu de chances de se faire financer au stade de l'idée aujourd'hui. Encore plus en France où, très sincèrement, avec les aides publiques, le chômage, les aides de l'AEPI, les avances remboursables, etc., on peut quand même avoir sa première ou ses 2 premières années de vie d'entrepreneur financé dans des conditions qui sont incomparables par rapport à quelqu'un qui est sur la côte ouest aux États-Unis et qui n'a pas d'assurance chômage et puis qui doit embaucher 3 développeurs qui lui coûtent super cher. Et le signal que vous envoyez en allant voir un VC en disant tiens, non, moi j'ai besoin pour construire mon produit, je cherche 100 000 euros, c'est de dire mais attends, moi j'ai 10 autres dossiers sur la table qui sont a priori, on va dire à peu près aussi, qu'on l'air aussi bien que le tien, mais où les gens ont déjà trouvé les ressources par eux-mêmes, donc ils sont débrouillards, de construire leur produit, de le lancer, et en plus, au-delà de montrer qu'ils sont débrouillards, ils montraient que leur produit avait un sens pour leur marché. Donc vous imaginez que le choix est assez vite fait. Voilà. Alors, un dernier désarroi, après je vais arrêter de vous décevoir, c'est que notre travail, c'est de benchmarker les startups qui font après la même chose. Moi, je serais quand même bien bête si je vois votre truc, je fais c'est super, et je te dis j'investis. Ah non, mon travail, ça va être de dire attends, mais qui sont tes compétiteurs? S'il y en a d'autres, et si possible, si je peux le savoir, je vais leur parler très franchement, je vais leur dire écoutez, voilà, je vois une boîte de votre secteur, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais une boîte qui est un peu dans votre environnement. J'aimerais vous parler pour voir où vous en êtes par rapport à eux, je ne dirai rien. L'entrepreneur, il est content, il se dit attends, le mec vient de me voir avant d'investir potentiellement dans un concurrent, j'ai l'occasion peut-être de lui montrer que je suis plus avancé. Après, c'est une question, on revient à la réputation. Une question, est-ce qu'il me fait confiance pour se dire attends, est-ce que tu vas pas balancer après mon deck et mes chiffres à l'entrepreneur? Et on revient sur la logique de réputation, d'éthique, etc., qui est importante. Sinon, si l'écosystème dit ah non, Boris, si tu vas le voir, il file ton deck à tes concurrents, les gens vont plus venir me voir. Et ils ne me feront pas confiance cette démarche-là. Et notre travail, évidemment, c'est d'essayer de sélectionner le meilleur cheval dans un domaine donné. Parce qu'une fois qu'on a investi chez quelqu'un, on ne va pas investir dans le compétiteur 2 semaines plus tard. On est bloqué. Donc c'est-à-dire que quand on parie sur votre boîte, non seulement on fait confiance pour votre boîte, mais en plus on se dit, je me ferme la porte, grosso modo, de toutes les autres boîtes qui sont relativement concurrentes ou connexes. Donc c'est quand même, autant vous dire qu'on a intérêt à être vraiment motivé, à vraiment y croire pour investir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Celui qui a investi dans Keldoc, il n'a pas investi dans Doctolib. Hein. Et aujourd'hui, c'est Doctolib qui prend le marché. Je crois que Keldoc, ils ont fait une belle sortie d'ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc la hantise du VC, c'est pas finalement d'investir et de se dire mince, ça marche pas. C'est d'investir et de se dire mince, c'est celle-là qui est en train de décoller qui marche. Parce que non seulement la mienne ne risque pas marcher, mais en plus, l'autre, je pourrais jamais investir dedans. Voilà. Donc, on benchmark, c'est notre travail. Alors, donc, ça nous amène à un sujet important qui, en général, vous intrigue beaucoup. C'est, du coup, ils cherchent quoi les VC? Parce que là, on parlait beaucoup du VC, de notre travail, etc. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent un VC? Alors, pour faire simple, on cherche des startups. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Bon, on va se prendre 12 minutes. 12, c'est possible? Voilà, merci. Vous voyez, ça, c'est la négociation. Donc, je suis un très mauvais négociateur. Donc, ce qu'on cherche, c'est des startups qui ont une très grosse ambition et un très gros potentiel. Il faut les deux. Pour aller loin, il faut que votre startup ait le potentiel d'aller loin. Il faut que vous, en tant qu'entrepreneur, vous ayez envie de l'emmener très loin. C'est 2 choses qui sont différentes. Pour vous donner une idée, c'est vraiment juste pour donner un chiffre, mais c'est un chiffre qui est important. Si vous levez 500 000 ou 1 million d'euros, disons 1 million d'euros, ce qui correspond à un seed round classique de VC en 2016 en France,
Donc il va venir après un tour d'angel de 200 300 000 euros. La sortie que le VC veut, c'est pas 10 millions, hein. C'est plutôt 100, c'est l'ordre de grandeur. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du pitcher et disent nous on est dans un marché formidable, d'ailleurs un de nos compétiteurs vient de se faire acheter 5 millions d'euros et un autre 10 millions d'euros, c'est pour vous dire comme le marché est chaud. Moi en tant que VC, ça va pas aller, hein. Si mes boîtes à succès elles sont rachetées ou enfin entrer en bourse à 10 millions c'est pas possible, mais elles sortent à 10 millions d'euros, je vais vite plus avoir de travail, hein. Donc l'ordre de grandeur de ce que va chercher un VC, c'est de se dire plutôt imaginons que j'investisse, pour faire simple, la boîte elle vaut 5 millions quand j'investis, voilà, on va faire simple. Si elle se revend 100, on va dire qu'elle vaut 4 au moment où j'ai investi, mais après il y a un autre tour, je suis dilué, bref, comme si elle valait 5 et elle sort à 100. Je fais 20 fois. Je fais 20 fois ma mise en tant que VC. Si j'avais investi 1 million, je retrouverais grosso modo, pour faire simple, 20. D'accord, mais le problème c'est que si j'ai 15-20% de mes boîtes à qui ça arrive, imaginons que ce soit 20% des boîtes, bon, bah, je dois diviser par 5. Ça veut dire que finalement, en fait, mon multiple, en moyenne, c'est plus que 4 fois sur l'ensemble des boîtes. Et puis en fait, je vous passe les détails, mais on a des management fees, ça veut dire que mon salaire, il est bien payé par quelqu'un, les offices, les bureaux, nos bureaux sont payés également par une partie de l'argent qu'on nous a confié. Évidemment, il faut bien payer toutes les opérations du fonds. Donc du coup, tout ça pour vous dire que ça, il va falloir ça pour arriver à des beaux multiples. Il va falloir ce genre d'ordre de grandeur. Si vous faites la même chose en enlevant un zéro, en prenant 10 au lieu de 100, ça ne marche plus du tout. Donc le message, c'est juste de vous dire, ayez conscience que le raisonnement que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur, dire j'ai 30% de la boîte, une sortie à 10 millions, franchement, j'ai 3 millions, pour moi c'est life-changing, et c'est vrai, c'est pas du tout le raisonnement que va avoir un VC. Et donc du coup, c'est pas du tout le niveau d'ambition qu'il faut avoir si vous voulez avoir un VC à bord avec vous. L'ambition, c'est plutôt de se dire je veux construire une boîte à 100 millions. Je donne un chiffre, c'est juste pour fixer les idées. C'est pas un chiffre mathématiquement précis, ça peut être 50, ça peut être 200, ça dépend de plein de conditions, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Une sortie à 10, c'est dur à dire, mais c'est en général, c'est pas une belle sortie pour un VC. C'est la catastrophe, ça dépend de plein de conditions, mais c'est pas le VC ne va pas se dire j'ai fait, c'est mon travail de Versailles. Il va se dire c'est bien, ça peut même être très bien dans certaines conditions, mais c'est pas extraordinaire. Et c'est pas avec ça qu'il va construire un fonds de VC performant qui va donc du coup devenir réputé et attirer des investisseurs, attirer des entrepreneurs, etc. Et ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, sortie à 10 millions, je sais que pour beaucoup de gens, ça vaudrait le coup. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que la plupart des boîtes, elles ne devraient pas en fait lever de l'argent avec les VC. Et qu'en fait, elles ne peuvent pas, de toute façon. La plupart des boîtes ne peuvent pas. Le VC regarde, dit, c'est pas mon modèle. Mais même dans celles qui peuvent, il y en a un certain nombre qui ne devraient pas parce que peut-être que vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas envie d'aller à cette chasse perpétuelle à la croissance et que vous contenterez de faire, entre guillemets, une petite PME, et c'est très bien, il n'y a aucune connotation négative à ça. Mais c'est plus qu'il y a un tel hype, encore une fois, autour des startups, etc., que tout le monde veut construire ça. Vous êtes en train de faire une boîte qui fait du chiffre, qui fait de la croissance. Si vous vous remettez à relever 10 millions derrière, vous mettez la barre beaucoup plus haut. Ça veut dire qu'en levant 10 millions, là où ça aurait été super avant de revendre votre boîte 30, parce que vous n'avez pas de VC, juste des business angels, là, la revendre 30, non, ça va être, c'est pas que ce sera possible, mais ça va être considéré comme un échec. Et parfois, vous aurez même des clauses dans l'investissement du VC qui fait que vous ne toucherez pas grand-chose. Alors, j'aimerais finir avec un framework qui est un framework qui n'est pas un framework de VC. Il n'a pas été pensé comme un framework de VC. À la base, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et ils me disaient alors du coup c'est quoi la bonne métrique qu'il faut atteindre pour revenir te voir. C'est pas vraiment la question. Moi justement en seed, et c'est ça la caractéristique qui fait le seed versus le venture et les series A, on ne regarde pas forcément des métriques précises, on n'a pas une attente d'une quantité exacte de chiffre d'affaires utilisateurs, etc. Ce qu'on va regarder, c'est des critères qui sont un peu moins tangibles, un peu moins numériques pour se faire une opinion sur la startup. Et en fait ces critères, c'est les mêmes critères qu'un entrepreneur doit regarder pour se dire finalement quel est le potentiel de ma startup et qu'est-ce que j'ai validé et quels sont mes plus gros risques. Donc c'est pour ça que ce framework, je l'ai appelé Framework for Early Stage Startups, c'est pas VC View of Startups. Donc là on parle vraiment de startup early stage, on ne parle pas de la startup qui fait déjà 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui cherche à lever 10 ou 15 millions. On parle plus de la startup qui est en train ou a lancé son produit avec un peu de traction et qui cherche à lever peut-être 500 000 ou 1 million d'euros de VC. Ça marche avant aussi, mais simplement le sweet spot c'est vraiment là. Il faut quoi? Il faut déjà une grosse opportunité marché. C'est la première chose qu'on va regarder, c'est se dire, ce dont vous me parlez là, est-ce que finalement, quand je regarde le marché, il y a une opportunité qui est manifeste, que vous arrivez à me transmettre, où je me dis, je ne sais pas si cette startup va marcher, je ne sais pas si elle a la bonne approche, mais par contre, il y a une sacrée opportunité de marché et ça peut faire une très belle boîte de l'attaquer correctement. Une opportunité de marché, c'est quoi? C'est des gens bien identifiés, qui ont des vrais problèmes, des vrais besoins, un positionnement compétitif clair qui répond à la question, s'il y a des gens qui ont un problème, pourquoi personne ne le résout encore aujourd'hui? Un marché qui va être gros et qui va être attractif. Attractif, ça veut leur dire peut-être des belles marges, pas trop régulées, en croissance, etc.
et une réponse claire à la question pourquoi maintenant. C'est-à-dire si on regarde les trends de marché, les trends de techno, etc., vous avez une argumentation qui permet de se dire on pense que maintenant c'est le bon moment pour le faire. Il y a 2 ans, la pénétration du paiement par mobile n'était pas assez forte. Et il y a 6 mois, il y a une techno qui est sortie qui rend ça possible, qui n'était pas possible donc il y a plus de 6 mois. Voilà. Ça répond à la question de pourquoi maintenant. Donc on se peut se faire une idée de pourquoi maintenant, c'est pas trop tôt ou pas trop tard pour avoir sorti cette startup. Parce qu'il y a des startups, il y a des sujets qui sont hyper en vogue. Les sujets des bots, par exemple, assistant conversationnel, c'est en vogue. Dans 1 an, la startup qui arrive pour faire un bot, elle risque d'être confrontée au problème de se dire ouais, mais là, la vague des startups de bots, tu as 1 an ou 1 an et demi de retard. Donc, tu as intérêt à arriver avec un angle suffisamment différenciant pour que ce soit légitime de le faire maintenant, que tu ne sois pas en retard face à la concurrence. Donc, ça répond à la question grosse opportunité marché. Ensuite, il y a la question du modèle. Avec quel modèle vous répondez à cette opportunité? Donc le modèle, c'est le business model au sens large du terme. Parce que le business model est souvent pris au sens restrictif de monétisation. Non, le business model, c'est qu'est-ce que vous alignez comme produit, comme go-to-market, comme monétisation pour attaquer. Désolé. Donc le produit, il faut évidemment qu'il crée de la valeur. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Et qu'il soit différencié, qu'on puisse se faire une idée de pourquoi ce produit va s'imposer sur le marché. Il faut qu'il y ait une manière de distribuer ce produit qui soit efficace. Ça, c'est hyper important parce que le meilleur produit du monde, si pour le vendre, il faut aller faire toc-toc à la porte d'une boîte, attendre 6 mois et espérer qu'une fois sur 10, elle dise oui, c'est un go-to-market qui va être très lent et très coûteux. Il y a ensuite la notion de monétisation, c'est est-ce que vous êtes capable de mettre en place aujourd'hui ou demain un modèle économique qui permettra potentiellement d'envisager une boîte qui va générer du chiffre d'affaires et surtout du profit. Ça veut dire que si un utilisateur, ça vous coûte 10 € et vous espérez qu'en moyenne, il vous ramènera sur 5 ans 5 €, il y a un problème dans l'équation économique. Et ensuite, une notion de scalabilité et de defensibility, ça veut dire de se dire, est-ce que votre startup, il y a des attraits, il y a des traits caractéristiques de votre startup qui vont la rendre très dure à copier et qui va lui permettre de croître de façon assez rapide, voire dans un monde idéal exponentiel. Là, c'est pas mal. On a ensuite un autre point qui est quelle est l'équipe, la management team qui porte ce projet. Vous avez remarqué, il y a 4 M, Market, Model, Management, Momentum. Il faut évidemment que ce soit ce que je qualifie d'équipe start-up qui soit la plus exceptionnelle possible. L'équipe start-up, c'est les bonnes compétences, un bon mix de compétences, une bonne dynamique dans l'équipe, le fait d'être vraiment très execution-driven, avec une attitude lean qui fait qu'avec peu de moyens, on arrive à faire beaucoup de choses, etc. etc. Des gens intelligents. Mais ça ne suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas parce qu'une équipe de start-up donnée, elle ne va pas faire aussi bien un Amazon qu'un Facebook, ou etc. Ce qu'il faut aussi, ce qu'on va chercher à avoir, et ce que vous devez chercher à avoir, c'est une vision, des insights et un savoir un peu unique. C'est vraiment se dire, eux, quand ils nous parlent de leur marché et du modèle avec lequel ils attaquent ce marché, il y a des trucs qu'ils ont compris, il y a des trucs qu'ils ont construits, des trucs qu'ils ont pensés. Je ne sais pas si c'est unique au monde, je ne peux pas le savoir, mais en tout cas, je me dis, waouh, il n'y en a pas beaucoup, je n'en ai jamais rencontré qui ont une telle compréhension de ce marché, de ce modèle, et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose que les autres n'arriveront pas à faire. Il y a ensuite le fait de se dire, ces gens-là, quoi qu'il en coûte, ils vont y arriver. Ça veut dire ils ont cette résilience, ils ont cette ambition, ils ont cette envie, cette vision et cette envie de faire avancer ce sujet-là et de résoudre ce problème-là qui est tellement forte qu'on se dit, quels que soient les obstacles, ils vont toujours avancer. Et enfin, pourquoi cette équipe pour ce projet? Si vous êtes 3 personnes d'école de commerce qui n'ont jamais fait de machine learning et que vous dites, nous, on va faire la solution de machine learning pour le customer service, ça peut arriver que ça marche, il y a des exemples. Mais on va être dubitatif versus l'équipe de 3 gars de Stanford, dont 2 PhD en machine learning et un mec de la business school, qui arrive, encore une fois, là je fais un peu des pédigrés types pour être dans le cliché, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de compétences dans la founding team de machine learning et que la clé c'est du machine learning, on risque d'être un peu dubitatif. Et le dernier, c'est le momentum. La capacité à croître très vite. Ça, c'est hyper important. Le VC, il veut de la croissance. C'est la croissance qui crée la valeur, c'est la croissance qui crée les leaders. Pour ça, le mieux, c'est d'avoir déjà aujourd'hui quelque chose qui montre qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire, vous avez craqué quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un peu de traction, ou beaucoup même. Quand on regarde ce qui se passe chez les clients, chez les utilisateurs, ou même la technologie, la capacité, on se dit, ouais, ils ont fait un truc qui n'est pas facile à faire et qui est très très prometteur. Donc il y a un début, c'est le début de la courbe. Ensuite, si on regarde les 18 mois à venir, qui sont l'horizon typique des levées de fonds, qui est aussi un bon horizon pour l'entrepreneur pour se projeter un peu opérationnellement, on se dit, en 18 mois, là, s'ils font vraiment ce qu'ils disent, ça peut aller très loin. Ou si en tant qu'entrepreneur, ce plan, on est très loin en 18 mois, et très en avance sur la compétition, etc. Enfin, des questions qui vont être un peu plus macro. La première, c'est de se dire, est-ce que vous avez un modèle de croissance qui va être efficace capitalistiquement? Une entreprise qui peut croître de 1 à 10 millions de chiffre d'affaires, c'est pas la même chose si pour ce faire, elle a besoin de lever 1, 10 ou 50 millions. Évidemment, le moins vous avez besoin de lever, le plus cette entreprise est attractive. Et pour un VC, mais pour vous aussi. Vous allez être moins dilué, avoir besoin de moins d'argent externe. Et enfin, avoir une stratégie crédible qui va permettre de se dire, vous pouvez vous imposer comme un leader pour être en hyper croissance sur ce marché et pour
devenir un des leaders du marché ou le leader de ce marché. Donc si vous avez ces 4 aspects, vous avez une grosse opportunité de marché, un modèle vraiment disruptif pour l'attaquer et pertinent, une équipe où on se dit, franchement, je pense que c'est probablement une des meilleures équipes que je puisse imaginer pour attaquer ce modèle et ce marché, et un momentum où on se dit, où ils en sont aujourd'hui et quand je vois le futur, il y a vraiment une capacité à grossir très vite et à le prendre, ce marché. Si vous avez ces 4 critères-là, vous êtes probablement une startup qui a beaucoup de potentiel, et l'ambition, vous l'avez déjà, puisque c'est dans le management, donc vous avez un gros potentiel de réussite. Et pour finir, avant de me faire chasser par l'organisation, en fait, c'est très simple. Tout ça, ça se résume très simplement. Le VC, il veut de la croissance. Et la croissance, en fait, elle peut se résumer sur 3 points. Il y a un début prometteur. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une équipe exceptionnelle, une techno, de l'attraction. Il se passe quelque chose. On se dit, ouais, il y a un truc là. Quand on regarde le potentiel de votre startup et votre ambition, on se dit, ça peut être énorme. Et vous nous racontez une histoire, on arrive à connecter les 2 points. On se dit, ils arrivent à me vendre et j'arrive à imaginer de ce qu'ils me disent, ou moi en tant qu'entrepreneur, j'arrive à imaginer pour ma boîte une trajectoire assez plausible et rapide qui va me permettre d'aller de là où je suis aujourd'hui à là où je veux aller demain. Voilà. Si vous avez ça, c'est pas facile, mais finalement, c'est entre guillemets que ça qu'attend le VC, parce que si vous nous faites croire à ça, en seed, c'est exactement dans le genre de boîte qu'on investit. Voilà, merci pour votre attention et j'espère que c'était utile.